On a parfois l'impression que certaines entreprises ont une sorte de super pouvoir, non? Celui de prendre toujours la bonne décision au bon moment. Aujourd'hui, on va explorer comment elles y arrivent, comment elles transforment des montagnes de données brutes en stratégies qui gagnent à tous les coups. C'est un voyage fascinant au cœur de la machine à décider. On se pose tous la question, mais comment font-elles pour avoir toujours un coup d'avance? Eh bien, leur secret, ce n'est pas une boule de cristal, loin de là. C'est quelque chose de bien plus puissant, leur capacité à écouter ce que les données leur murmurent. C'est ça, leur véritable avantage concurrentiel. Et la clé de tout ça, ça porte un nom, la Business Intelligence, ou BI pour les intimes. L'objectif est simple mais terriblement puissant. Fournir la bonne information aux bonnes personnes au bon moment. C'est le moteur qui permet de passer du « je pense que » au « je sais que ». Et ça change absolument tout. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va définir ce qu'est la business intelligence. Ensuite, on suivra le parcours d'une donnée de A à Z. On jettera un œil sous le capot pour voir comment le moteur fonctionne. Puis, on verra des exemples bien concrets dans le monde réel. Et enfin, on se projettera un peu dans le futur. Allez, c'est parti! Bon, première étape, qu'est-ce que c'est la business intelligence? Et je préfère le dire tout de suite, on est loin, très loin de l'image des vieux rapports poussiéreux qui se contentent de regarder dans le rétroviseur. Non, aujourd'hui la BI est bien plus que de simples graphiques. C'est un véritable outil pour façonner l'avenir. D'ailleurs, la BI, ça ne date pas d'hier. Dans les années 70, l'objectif principal était de répondre à une seule question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était du reporting, pur et dur. Mais aujourd'hui, avec la puissance de l'IA et du cloud, les questions ont radicalement changé. Maintenant, on demande qu'est-ce qui va se passer? Et encore plus fort, qu'est-ce qu'on devrait faire? En fait, on est passé du simple rétroviseur à un véritable GPS stratégique. Pour vraiment saisir comment ça fonctionne, le mieux, c'est de suivre une donnée, pas à pas. Il faut imaginer son parcours comme une chaîne composée de 4 maillons essentiels, où chaque étape ajoute un peu plus de valeur. Alors, ces 4 maillons, les voici. D'abord, la collecte. On va chercher la donnée brute partout où elle se trouve. Ensuite, le stockage. On la nettoie, on la structure, on la met en ordre. Troisième étape, l'analyse. C'est là qu'on part à la chasse aux pépites, aux tendances. Et enfin, la restitution. On présente tout ça de manière claire et actionnable. Mais attention, il y a un point crucial. Cette chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Si la collecte est bancale, si les données de départ sont mauvaises, tout le reste, même avec les meilleurs outils du monde, ne servira à rien. Maintenant qu'on a vu le processus global, il est temps de soulever le capot. Comment on construit ce fameux moteur de données? Et ce n'est pas juste un détail pour les techniciens. Les choix qu'on fait ici, ce sont eux qui vont déterminer si on se retrouve avec une petite voiturette ou une véritable Formule 1 de la décision. Un premier choix stratégique, ça tient en 3 lettres, ETL ou ELT. La méthode classique, c'était l'ETL. On extrait, on transforme et ensuite on charge les données. C'était logique, mais souvent lent et assez rigide. Avec la puissance du cloud, une nouvelle approche a tout changé, l'ELT. Là, on extrait, on charge tout directement et on transforme après. Le gain, une vitesse et une flexibilité incroyables. Les analystes peuvent se jeter sur les données brutes quasi instantanément. Autre dilemme architectural, comment on structure ces données? Il y a 2 grandes écoles. Le schéma en étoile, c'est la voiture de course, il est conçu pour une chose, la vitesse. C'est simple, ultra rapide pour faire des analyses. De l'autre côté, on a le schéma en flocon. Là, c'est plutôt une montre suisse. Tout est parfaitement organisé pour économiser de l'espace et garantir l'intégrité des données. C'est plus complexe et ça peut être un peu plus lent. En gros, c'est un arbitrage. Est-ce qu'on privilégie la vitesse brute ou la précision d'horloger? Bon, la technique c'est bien beau, mais concrètement, ça donne quoi? Passons maintenant de la théorie à la pratique. Voyons comment ce moteur, une fois qu'il tourne à plein régime, peut créer un impact bien réel sur le business, parce qu'au final, c'est ça qui compte. Mais juste avant de voir les exemples, il y a une règle d'or à graver dans le marbre, une loi universelle dans le monde de la data. Garbage in, garbage out. Si on met des déchets en entrée, on aura des déchets en sortie. C'est aussi simple que ça. On peut avoir les algorithmes les plus sophistiqués du monde, si la donnée de base est mauvaise, la décision sera mauvaise. La qualité des données, c'est le fondement de tout. Une fois l'analyse faite, il faut bien la présenter. Et là, il y a 2 outils principaux à ne pas confondre, le tableau de bord et le rapport. Le tableau de bord, le fameux dashboard, il est là pour superviser, pour répondre à la question « quoi ?». C'est une synthèse visuelle pour voir l'essentiel en un clin d'œil. Le rapport, lui, il est là pour analyser en profondeur, pour répondre à la question « pourquoi ?». Il est plus détaillé, il permet de creuser. Un PDG qui veut ses chiffres du jour, dashboard. Une analyste qui cherche la cause d'une baisse des ventes, rapport.
C'est simple, l'un pour le monitoring, l'autre pour l'investigation. Prenons un exemple que tout le monde connaît, Starbucks. On pourrait croire qu'ils ouvrent leur café un peu au hasard. Mais pas du tout, c'est une science exacte. Ils analysent la démographie, le trafic des piétons, mais là où ça devient vraiment génial, c'est qu'ils combinent tout ça avec les données de leur appli de fidélité. Résultat, ils peuvent personnaliser les offres et les menus pour chaque quartier, voire pour chaque café. C'est de la micro-décision, mais à une échelle mondiale. Un autre exemple légendaire, c'est Walmart. En analysant des quantités astronomiques de données de vente, ils ont repéré un truc complètement improbable. Juste avant qu'un ouragan ne frappe une région, les ventes d'un produit bien précis explosaient. Des bouteilles d'eau? Non. Des Pop-Tarts à la fraise. Allez savoir pourquoi, mais peu importe. En sachant ça, dès qu'une alerte météo est lancée, ils remplissent les rayons de Pop-Tarts. C'est ça la magie de la BI, trouver des schémas cachés pour prendre des décisions qui semblent prophétiques. Ces exemples sont déjà assez bluffants. Mais le monde de la BI évolue à une vitesse folle. Alors qu'est-ce qui nous attend? À quoi ressemblera l'avenir des décisions intelligentes? Spoiler, ça va être encore plus rapide, plus intelligent et surtout accessible à beaucoup plus de monde. On voit se dessiner 4 grandes tendances. La première, c'est la BI en libre service. L'idée, c'est de donner les outils à tout le monde dans l'entreprise. Ensuite, l'IA, qui devient un véritable copilote. On lui pose une question et elle trouve les infos, génère les graphiques. Troisième point, le data storytelling. On arrête de juste balancer des chiffres, on raconte une histoire avec les données pour convaincre. Et tout ça converge vers une nouvelle discipline, l'intelligence décisionnelle. Là, on ne se contente plus d'éclairer la décision, on cherche à la modéliser et même à l'automatiser. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la business intelligence est le pont qui relie le chaos des données à la clarté d'une décision. La question aujourd'hui, ce n'est plus est-ce que mes données ont de la valeur? Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est est-ce que mon organisation est prête à les écouter? Parce que la prochaine grande opportunité ou le prochain risque à éviter se cache déjà quelque part dans les données. La seule question qui reste est donc celle-ci. Est-on prêt à les entendre?